Et voilà, nous sommes toujours dans la REF Europe ici au MEDEF avec cette question passionnante autour évidemment des élections européennes qui approchent dans un tout petit peu plus de 2 mois. On a vu la question du vieillissement de la population et des solutions qu'on pourrait apporter, y compris dans ce schéma ou cette caricature de l'Europe qui est celle de l'Europe avec beaucoup de régulation. Il est temps maintenant de poser une autre question qui est savoir ce qui nous manque pour être puissant, quelle Europe choisir, sur quel dossier se focaliser pour regagner en compétitivité. Avec Doris Bierkhofer, bonjour, vous êtes présidente de Siemens France. Bonjour à Maciej Witucki, président de Leviathan, qui est le MEDEF polonais, d'une certaine manière. Elvire Fabry, bonjour, chercheur à l'Institut Jacques Delors. Bonjour à Philippe Dupichot, directeur du Collège de droit de la Sorbonne et directeur du conseil scientifique chez GIDE. Et bonjour à Thibaut de Tersan, vous êtes directeur général adjoint de Dassault Systèmes. L'Europe, ce formidable récit plurinational de cohésion des peuples, de leurs coutumes et de leurs spécificités. Alors de l'élargissement dont il a été question tout à l'heure en première heure, l'Europe se pose des questions sur les limites de l'exercice, mais la marche arrière, comme on l'a vu d'ailleurs dans les tables rondes précédentes, n'existe pas, sinon c'est la désintégration et chacun repart avec des séquelles durables, on le sait tous. Question comme ça générale, un peu à la volée. Comment est-ce qu'on fait pour se convaincre tous qu'on peut réussir? Mesdames, d'abord. Doris Bierkhofer. J'étais cette semaine pendant 2 jours au Salon Global Industrie. C'est un peu le petit frère de la foire de Hanovre qui va avoir lieu en avril. Et le thème était la renaissance industrielle. Et j'ai vraiment vu et observé un esprit, une dynamique très très positive qui montre dans quelle mesure les entreprises industrielles peuvent contribuer justement à cette renaissance et aussi au renforcement de l'Europe, parce que l'industrie est, je dirais, un des leviers majeurs pour redonner cette dynamique à l'Europe. Donc on va revenir sur la réindustrialisation. Elvire Fabry. Message d'espoir, s'il vous plaît, à 2 mois des européennes. Message d'espoir. Alors, d'abord, je voudrais féliciter le MEDEF d'avoir organisé cette discussion aujourd'hui, parce qu'il faut espérer que tous ces enjeux seront vraiment au cœur de la campagne. Message d'espoir. J'ai envie de dire, d'abord, il faudrait voir d'où on vient et quels sont les défis, un petit peu, pour prendre la mesure. D'où on vient. On a parlé, ça a déjà été évoqué pendant les tables rondes précédentes. On a souligné l'enjeu du décrochage de l'Union européenne, notamment par rapport à l'économie américaine. Et autant encore à l'instant avec le patron de Business Europe. Exactement, il vient de le souligner encore une fois. Et autant on a une Union européenne qui est une puissance commerciale, qui est formidablement engagée dans les chaînes de valeur internationales. Et encore, là, en 2022, on a vu que le ratio du commerce par rapport au PIB est monté à 51% lorsqu'il n'est que de 28% du côté américain. En revanche, ce que l'on voit, c'est qu'on a un marché intérieur qui n'a pas évolué, qui ne s'est pas intégré à la vitesse de cet engagement dans le commerce international. Par lassitude Non, parce qu'on n'a pas pris les mesures qu'il fallait. C'est-à-dire que lorsque l'on voit la part des échanges intra-européens par rapport aux échanges commerciaux au sein entre les États américains, il est de 28% dans l'Union européenne lorsqu'il est de 60% aux États-Unis. C'est un formidable atout pour les entreprises américaines. Lorsque l'on voit la mobilité que l'on a entre les États membres dans l'Union européenne, elle est quasiment nulle, elle est de 4%. Côté américain, elle est de 27%. Les disparités que l'on a encore entre la fiscalité, l'impôt sur les sociétés, on a plus de 20 points d'écart entre les États membres de l'Union européenne lorsqu'il y en a 10 du côté américain. Tous ces éléments font qu'aujourd'hui, on a complètement sous-investi dans ce formidable actif que l'on a, qui est le marché unique. Donc votre message, ce serait peut-être s'inspirer des Américains, même si la structure fédérale n'est évidemment pas la même. Non, c'est que l'on a une réserve de compétitivité. Oui, mais qu'on n'utilise pas, mais Absolument. On peut s'inspirer, pas forcément économiquement, mais en tout cas philosophiquement, peut-être de nos, petits frères américains, puisque oui, si on se souvient quand même... ce sont des Irlandais, des Italiens, des Polonais et quelques Français aussi. Hommage au général Lafayette. Thibaut de Tersan, votre message d'espoir. Comment est-ce qu'on peut se convaincre qu'on peut y réussir de cette Europe toute puissante encore aujourd'hui?
On peut se convaincre en se disant que, premièrement, il faut être un peu idéaliste quand on parle de l'Europe, je crois. Et on peut se convaincre en se disant qu'il est facile d'améliorer la productivité en Europe. Parce qu'au fond, le diagnostic, il est relativement simple. C'est le décrochage de... Aujourd'hui, on est, depuis plusieurs années en Europe, en train d'assister à une baisse de la productivité. Comment est-ce qu'on peut avoir une économie puissante quand on a une baisse de la productivité alors que les États-Unis ont une amélioration constante de leur productivité? Pourquoi est-ce qu'on a cette baisse? Au fond, on peut dire à la surface parce que aux États-Unis, l'économie s'est numérisée beaucoup plus vite qu'en Europe. Et donc, comment est-ce que l'Europe peut nous aider à numériser l'économie? Ça peut être une piste, effectivement, de regain de productivité. Pour ça, je pense qu'il faut remonter un petit peu à la source des questions et se demander quelles sont les compétences de l'Union européenne. Parce que tant qu'on n'aura pas une analyse, finalement, de ce qu'on a produit avec les compétences qu'on a données à l'Union européenne, je ne pense pas qu'on résolve le problème. Car à la racine, à mon avis, et je ne suis pas un expert en la matière, donc je le dis avec beaucoup d'humilité, mais les compétences exclusives de l'Union européenne n'intègrent pas l'industrie. Elles sont fondées sur l'union douanière, la concurrence, le droit de la concurrence, avec finalement un objectif qui est d'obtenir le meilleur prix possible pour le consommateur européen. Mais il n'y a jamais eu une politique d'offre réelle en Europe. L'industrie, c'est une compétence d'appui des États. Donc c'est pas comme ça qu'on équilibre finalement ce qui est fait en Europe, qui aujourd'hui reste quand même tout à fait tourné vers obtenir le meilleur prix possible pour le consommateur, par rapport à avoir une véritable politique d'offre. Et une politique d'offre compétitive, évidemment, parce qu'on ne peut pas se permettre non plus d'avoir une politique d'offre idiote où on continue à produire beaucoup plus cher que les autres. Alors, on va y revenir. Et puis d'ailleurs, cheaper, ça faisait partie aussi des objectifs du patron de Business Europe tout à l'heure. Monsieur Dupichot, un message d'espoir, même si vous avez une spécialité. Oui, alors... Ça va, on vous entend très bien. Ça fonctionne. Le message d'espoir, c'est d'abord qu'on soit là aujourd'hui pour parler d'Europe. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des précédentes élections européennes. Le MEDEF, évidemment, y était intéressé, y était sensible. Mais sur la place publique, dans les journaux, on en parlait peu. Parler d'Europe, c'est généralement un sujet considéré comme boring. Et généralement, on zappe et on parle d'autre chose. Et souvent, pour un homme politique français, en tout cas pendant longtemps, parler d'Europe, c'était se promettre une absence de carrière nationale. Et c'était souvent le cas dans d'autres pays. Et je me réjouis, en tout cas pour ma part, qu'à l'occasion de ces élections européennes, on ait des débats au sein des entreprises, des débats sur la place publique, des débats citoyens, et qu'on évoque vraiment l'avenir de l'Europe. Donc moi, je suis optimiste parce que je pense que l'Union européenne, quand elle est confrontée à des défis majeurs, et aujourd'hui on a des défis géopolitiques majeurs, des bouleversements de certitude, et qu'on est au milieu du gué, eh bien on est en mesure de se saisir des difficultés d'une façon beaucoup plus volontariste que d'habitude, et consacrer des avancées nouvelles. Et moi, je suis d'un naturel optimiste, et je pense que c'est en période de crise qu'on est en mesure de montrer la grandeur de l'Union européenne. Alors que pendant des décennies, on a peut-être un peu ronronné en voyant dans l'Union européenne un marché commun, et on pourra discuter tout à l'heure de savoir si elle est véritablement un marché commun, pour ma part, mais je crois que ça rebondit sur ce que vous disiez à l'instant, cher monsieur. Je crois que le marché commun, c'est un mot, mais ce n'est pas encore en tout cas une réalité, notamment au plan normatif. Mathieu Witowski, sur la première question qui est de savoir si on peut réussir et si oui, comment, et on peut se le convaincre de le faire. Écoutez, vous parlez à quelqu'un qui représente les pays qui ont 20 ans à tout fait grâce à l'Europe. Dans les dernières années, d'un pays qui ont 30 ans et la deuxième croissance dans la galactique, parce qu'on n'a que les données terrestres, mais je pense qu'en assumant qu'il n'y a pas d'extraterrestres, on est, après la Chine, en 30 ans, deuxième croissance globale. Donc, par définition, je suis encore plus optimiste que mon prédécesseur. Je pense qu'on a tous les éléments, et ça c'est l'optimisme de mon pays, mais on a tous les éléments. On a la population,
Nous avons la population qui est quand même éduquée. Nous avons des ressources financières. Souvent, on se compare avec les États-Unis. On a quand même 50% plus de population. Les ressources, maintenant, les industriels se plaignent de la IRA américaine. Mais c'est que 350 ou 380 milliards de dollars comparé à nos aides. Oui, je sais que c'est limité, mais comparé à nos aides qu'on a versées, à tout le support qu'on a versé dans les 10 dernières années, on a des ressources pour faire même plus. Alors pour moi, le plus important, ce que nous avons aujourd'hui en Europe, c'est la pression. Je pense que ces projets-là, il s'est déçu tant qu'il n'y a pas la pression. On a vu que sous la pression des crises financières, de la crise Covid, etc., on a fait des progrès. Aujourd'hui, sous la pression, quelque part, de la crise énergétique, de la guerre à nos frontières, moi je tends, parce que dans ma petite vie privée, je suis lié avec le monde des télécoms, donc 20 ans de liaison avec le monde des télécoms, j'entendais tout le temps, et je reviens un peu à la discussion, fragmentation. Là, il y a 2 semaines, M. Letta, qui prépare un rapport sur le marché ouvert, sur le marché commun pour les chefs d'État d'Europe, il est venu et il a dit, notamment sur le marché des télécoms, les marchés financiers, les marchés de défense, il a 2 mots qu'il a répétés, qu'il n'a pas cessé de répéter, c'était consolidation, effet d'échelle. Donc ça m'a fait pleurer de joie. Il a fallu 20 ans pour que j'entende enfin ça, et ça rejoigne un peu cette envie de créer de l'offre industrielle en Europe. Donc je pense qu'on a plein d'éléments, et tous ces éléments-là, si on utilise la pression actuelle, j'aurais préféré ne pas avoir la guerre aux frontières, mais s'il faut ça, ça va nous faire progresser. Ça va nous faire progresser. On n'a pas de choix. Le franc français, la Deutsche Mark et les frontières, c'est pas une solution. Donc de toute façon, la marche en arrière n'existe pas. Je crois qu'on peut applaudir Maciej Witowski, parce que si on était à la Starac, c'est lui qui gagne le message d'espoir. Et merci pour vos taxes versées dans les 20 dernières années qui ont construit notre économie. Donc, bravo. Sans quoi, évidemment, ça aurait été différent. On assiste à des mots comme souveraineté nationale, autonomie stratégique qui reviennent dans le débat. Est-ce que ce ne sont pas des freins, Elvire Fabry, à cette Europe toute puissante ? Non, je pense que le terme même d'autonomie stratégique pointe un enjeu qui est fondamental, qui est aujourd'hui de mieux connaître nos vulnérabilités, nos dépendances. Ça a été évoqué tout à l'heure, nos dépendances évidemment à la Chine en particulier. On a un problème de concentration. On a aujourd'hui, on s'est habitué à l'idée de la Chine comme usine du monde, mais on a quand même une Chine aujourd'hui qui représente 33% de l'industrie mondiale et qui continue à accroître, à augmenter cette part. Autonomie stratégique, ça veut dire assurer plus de résilience de nos chaînes de valeur dans un contexte qui est aujourd'hui en pleine fragmentation. La rivalité dans laquelle se sont engagés les États-Unis et la Chine n'en est qu'à son début. Ça a commencé par les semi-conducteurs, ça va s'étendre de manière de plus en plus évidente à toutes les technologies de rupture, l'intelligence artificielle, les supercalculateurs. Et on est aujourd'hui à la fois dépendant pour nos composants dans toute l'industrie verte de nos intrants chinois et dans le secteur du numérique de plus en plus de nos amis américains. Donc l'autonomie stratégique, elle doit être au cœur de notre stratégie. Simplement, ça intervient à un moment aussi un peu critique où on a une Chine qui a une consommation en berne, qui a fait complètement évoluer sa capacité d'investissement du secteur de l'immobilier vers le secteur industriel et qui est en train de nous déverser des surcapacités et de conditionner le maintien de l'ouverture de notre marché unique à l'approvisionnement en intrants critiques dont on a besoin pour toute notre industrie. Alors comment est-ce que l'on gère cet enjeu ? On pourrait y revenir, mais c'est justement par cet enjeu de cette politique de mutualisation des capacités et faire monter en puissance le marché unique. L'un des mantras, c'est la réindustrialisation de l'Europe. Doris Bierkhofer. D'abord, est-ce que, alors vous me direz qu'elle n'est jamais assez industrialisée, mais est-ce qu'elle n'est pas déjà suffisamment industrialisée, cette Europe ? Et puis, comment est-ce qu'on peut le faire encore plus, sachant qu'on ne reviendra jamais aux aciéries, aux fonderies, on n'est plus dans un film de Claude Sautet, là, on avance. Tout à fait, je pense, voilà, déjà il faut changer l'imaginaire collectif de l'industrie. L'industrie, c'est pas comme vous l'avez dit, les cheminées qui fument, c'est une industrie qui est digitale, c'est une industrie qui est décarbonée. Et puis il nous en faut plus.
faut savoir que la France s'est désindustrialisée les 50 dernières années. La France et l'Allemagne étaient à peu près au même niveau il y a encore 50 ans. La France a à peu près diminué à moitié ce niveau. On est en train de remonter la pente. Et l'Allemagne, voilà, on observe aussi les tendances. Il faut absolument maintenir le niveau de l'industrie et le renforcer. Et ceci dans les différents secteurs stratégiques, tout au long des chaînes de valeur, parce que ce n'est pas seulement les produits phares dont on parle, les batteries, l'hydrogène et tout ça, c'est tous les maillons dans cette chaîne dont nous avons besoin, parce que s'il manque un maillon stratégique, ça peut être même une commodité, je ne peux pas fabriquer. Et pour le faire, il nous faut un peu une double révolution technologique et humaine dans cette nouvelle révolution. Technologique, vous l'avez dit tout à l'heure, le nerf de la guerre, c'est les data, parce que la compétitivité, la productivité passe par la digitalisation de nos processus de production. Il faut une maîtrise des données. Une usine fortement automatisée génère aujourd'hui 2000 terabytes par mois. C'est à peu près 500 000 films par mois. Donc il faut maîtriser ces données pour faire de l'intelligence artificielle, des jumeaux numériques, tout ce que vous voulez. Et deuxièmement, c'est le côté humain, parce qu'une industrie ne peut avoir de l'impact que si elle est un véritable reflet de notre société. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les femmes sont sous-représentées dans l'industrie. Moins de 30% des effectifs sont des femmes. Et il manque cruellement des talents, et pour ça il faut les jeunes. Il faut les jeunes des quartiers populaires, il faut des jeunes des territoires, et donc il faut attirer les jeunes vers les métiers industriels, et ça dès le plus jeune âge. Donc il faut changer le schéma et pédagogique également, et on en a parlé tout à l'heure dans la table ronde sur le vieillissement de la population. Thibaut de Tersan pour réagir sur ce qui vient d'être dit, sur la réindustrialisation. Alors il y a... on l'a dit, c'est plus les cheminées qui fument. Ça passe également par l'IT. Ça passe par l'IT, évidemment. Ça passe effectivement par un certain nombre de vecteurs, mais ça passe déjà par le contrôle de nos données, qui sont un patrimoine, et qu'on ne traite pas toujours comme un patrimoine, en vérité. Aujourd'hui, l'Europe fait un cadeau gracieux de nos données aux Américains et aux Chinois, si on veut dire les choses comme elles sont. Alors on a pris un parti de réglementation, mais je ne vois pas encore un véritable parti pour aller susciter un investissement pour numériser l'économie dans toutes les entreprises de toutes les tailles, puisqu'on a besoin, comme vous le disiez, chère madame, effectivement de toute la chaîne de valeur. Sinon, effectivement, le film n'est pas bon. Donc ça, c'est un point qui est très important et qui est, je pense, aujourd'hui sous-estimé. Comment est-ce qu'on crée, finalement, davantage de champions du numérique en Europe? Comment on aide ça? Comment on met en place les formations qui vont permettre aussi à une population plus vaste, finalement, d'adopter ces outils numériques? Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? On a peur des GAFAM. À chaque fois qu'on a créé un nouveau moteur de recherche européen, ça a été un échec. On est sur les échecs aussi malheureux d'ailleurs, de Bull et de tas d'acteurs des années 90. Je pense qu'il y a une erreur fondamentale qui est faite, qui est de se dire qu'on a perdu la bataille. Si on veut se dire les choses comme elles sont. On a perdu la bataille face à Google, face à AWS, face à Azure de Microsoft. Il y a ce sentiment en Europe. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de regarder les pays où il y a une initiative pour créer un cloud, une informatique en nuage. Et il y a très peu d'initiatives, en fait, dans la plupart des pays européens pour essayer de créer ces informatiques en nuage. Pourquoi? Parce qu'il y a un excès de régulation? Non, je pense qu'il y a cette espèce de sentiment que la bataille est perdue, alors qu'elle ne l'est pas. Parce qu'il y a toujours des ruptures technologiques dont il faut bénéficier. Parce que ceux qui contrôlent le marché, qui sont les Américains aujourd'hui, ils sont toujours tentés d'augmenter leurs prix, comme Microsoft le fait. Et donc ceci, ça crée en fait des espaces en réalité pour développer à nouveau des clouds qui pourront abriter en Europe notre patrimoine européen, qui sont nos données. Et sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Sans données, il n'y a pas de compréhension des processus. Sans données, il n'y a pas de capitalisation du savoir-faire. Et ça, on le voit immédiatement. Philippe Dupichot, il faudrait codifier tout ça, non?
Alors, oui, alors le point sur lequel je voulais peut-être attirer votre attention, c'est qu'on se demande aujourd'hui ce qui manque à l'Europe pour être puissante. Je serais tenté de répondre qu'il lui manque un droit lisible, clair, accessible, et donc qu'il lui manque un code. Et en réalité, les pays qui composent l'Union européenne aujourd'hui, 24 États membres sur 27, sont des pays à code. Qu'est-ce qu'un code ? Un code, c'est le fait simplement de rassembler des règles thématiquement pour les rendre ordonnées et lisibles. Un code, c'est quoi ? C'est un plan. Personne ne voyage d'un point A à un point B sans un plan. Souvent d'ailleurs une plateforme américaine, Waze, Maps. Or aujourd'hui, dans la pensée du législateur européen, lorsqu'on cherche à voyager, eh bien, on tombe, et vous l'avez certainement fait sur le site Euralex, et sur le site Euralex, on est un peu perdu. Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. De sorte que la présentation que l'Union européenne fait de son propre droit est une présentation qui n'est pas extrêmement séduisante, qui n'est pas très attractive. Et il ne faut pas oublier, et ça nos amis américains l'ont compris il y a très longtemps, que lorsqu'on disserte sur ce qui relève de la hard power, la puissance militaire, la soft power, la puissance culturelle, l'influence, et la smart power, le droit, c'est un élément qui est un déterminant de la puissance d'un pays, d'un territoire ou d'une région. Or, aujourd'hui, on constate, au plan de l'Union européenne, je crois, un déficit de gestion de ce qui devrait être sa puissance juridique, avec aussi un problème d'enracinement, c'est qu'il est assez curieux, me semble-t-il, que l'UE, dans sa technique pour légiférer, ne se réfère pas à la technique qui est celle des États membres. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, dont on sait que ça appartient plutôt à une autre tradition juridique dite plutôt jurisprudentielle, eh bien nos amis américains ont de longue date un code. Ils ont un Uniform Commercial Code parce qu'ils ont compris que pour faire un marché de 330 millions d'habitants sur lequel on commerce sans frein et sans fragmentation, comme vous le disiez à l'instant, eh bien, il faut un droit uniforme. Et ça, aujourd'hui, on l'a aux États-Unis, on l'a en Afrique, dans la zone OADA, 17 États africains. On l'a de fait en Chine, en Russie, on l'a pas en Europe. Mais Philippe Dupichot, il faut le code, il faut l'application du code. Et ça, c'est encore une autre affaire. Alors, faisons peut-être étape par étape, step par step. Non, je crois qu'il y a deux choses à faire. En fait, le code, c'est pas un sujet juridique. C'est un sujet qui est un sujet économique et politique. Parce qu'il manque aujourd'hui des instruments fondamentaux pour que les entreprises européennes, notamment les petites qui se constituent, les start-up, puissent commercer et penser européen. Aujourd'hui, le premier acte d'un entrepreneur en Europe, il ne faut pas l'oublier, c'est de se placer sous la bannière du droit national. Aux Pays-Bas, il va constituer une BV. En France, il va constituer une SAS. En Allemagne, une GmbH, etc. Et donc, on va tout de suite, le premier drapeau que l'on plante, c'est de se placer sous l'empire du droit national. Lorsqu'on cherche à emprunter, on va emprunter avec un contrat de crédit français. On va donner des garanties françaises à son banquier français ou des garanties allemandes à son banquier allemand. Et puis, voilà. Et donc, on pourrait décliner cela à l'infini. Donc, en réalité, aujourd'hui, il faut bien qu'on en prenne conscience. Il y a une dissociation entre le fait que tout le monde est persuadé qu'on a un marché commun avec des règles harmonisées, et en fait ces règles ne le sont guère qu'en droit de la concurrence que vous évoquiez tout à l'heure, parce que c'est une compétence exclusive. Mais dans la plupart des sujets de droit commercial, eh bien, on n'a pas encore des règles du jeu harmonisées. De fait, on commerce avec une monnaie unique dans 19 pays, sur un territoire commun à 27 États, mais avec encore des règles du jeu différentes sur les 27 États. Et ça, c'est pas possible et c'est pas tenable sur le long terme. Il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Thibaut Tersan, vous vouliez réagir ? J'avais envie de réagir parce qu'effectivement, je pense qu'on ne va pas résoudre cette problématique si on ne revient pas à la racine. Et la racine, ce sont les compétences exclusives de l'Union européenne et puis ses institutions. Car aujourd'hui, moi j'ai pu assister à la manière dont les normes européennes sont créées. Elles sont créées finalement par 3 instances différentes. La Commission, le Conseil des ministres et le Parlement. Et c'est ce qu'on appelle le trilogue. Et donc on se retrouve effectivement avec des textes qui sont le résultat de compromis entre ces 3 instances. Comment voulez-vous faire un code comme ça ? Napoléon n'aurait jamais pu. Oui, enfin, Napoléon était seul et pour un pays, et là vous avez un trilogue pour 27 pays. Donc à un moment donné, il faut se mettre d'accord. Que pense d'ailleurs la Pologne qui ne fait pas partie de la zone euro ?
Mais la Pologne va prendre son chapeau fédéraliste. Je dirais qu'il ne faut pas rêver d'une AI en Europe si on a 27 intelligence artificielle, si on a 27 premiers ministres et ministres de digital qui statuent dans chaque pays. Je dirais qu'il faut être réaliste. C'est nouveau les États-Unis. Donc vous êtes d'accord avec l'idée d'un code commun ? On n'a pas de choix. Je dirais, moi, la AI, l'intelligence artificielle, je l'oublie au niveau européen s'il n'y a pas une régulation qui ouvre le marché des 500 millions de consommateurs. Il ne faut pas rêver. Et la Pologne, c'est plus facile de dire parce que nous n'avons pas eu nos Bull, nos Atos, nos Siemens, nos SAP. Ça va venir. On ne les aura pas. Sur 38 millions de Polonais, c'est des rêves infaisables. Soit on fait un marché commun, et on ose le dire, et avec tous les défauts d'Europe qu'il faut corriger. On parle des élections européennes. Si on ne corrige pas les défauts de la gestion européenne, et si on n'instaure pas un 28e ou 29e, je suis toujours perdu dans le nombre de pays, 28e code qui va être à choisir par une entreprise, par une start-up digitale qui veut faire de l'intelligence artificielle, si elle n'a pas une chance de dire j'ai choisi le code supplémentaire qui va être celui de l'accès à 500 millions de consommateurs d'Europe, il ne faut même pas rêver. Donc du coup, autant de prendre des cours sur l'utilisation, comme aujourd'hui on utilise le Microsoft, désolé pour le product placement, Microsoft Word et Excel. Demain, on va utiliser très bien en Europe, on va faire fructifier nos industries en utilisant les outils des autres qui ont de l'échelle. Donc AI, intelligence, il faut de l'échelle et seule régulation européenne effective peut aider. Maintenant, juste une seconde sur l'autonomie stratégique. Une excellente idée. Elle a un seul défaut, c'est qu'elle a été prononcée à Bruxelles par un Français. Elle serait inventée par un luxembourgeois ou encore mieux par un slovaque. Elle serait déjà déployée sur l'ensemble de l'Union parce qu'on en a besoin. Et cette autonomie ou indépendance, elle passe d'ailleurs par une collaboration. Moi, j'utilise parfois, et je suis encore désolé pour un product placement, et aujourd'hui, si on veut valoir sur le marché global, il nous faut des Airbus nucléaires, des Airbus de la défense, des Airbus des data, donc des aides publiques. Moi, je suis un fervent amateur de dire aides publiques au niveau actuel tels qu'ils sont par pays, mais on les booste par 2 ou par 3 ou par 4 si un projet englobe 2 ou 3 pays. Comme on le fait par exemple dans les universités. Ça marche comme ça dans les aides aux universités. Donc franchement, cette autonomie, elle ne passe que par une collaboration. Un rêve qu'en silence, vous allez pouvoir développer votre petit nouveau bulle de l'intelligence artificielle française, en plus avec la capacité de vos fonctionnaires à statuer et à faire aussi bien que Napoléon dans la codification, ça ne marchera pas malgré la grande population française. Ça va être dépassé par la qualité des outils américains, chinois. Quel message d'espoir, merci. Ou autre. Non mais je suis toujours optimiste. On est reparti dans nos chaussettes. Non, je suis encore optimiste à condition qu'on fasse plus de choses ensemble. Pas tout, il faut choisir les cibles, mais si on ne fait pas des choses ensemble, ne rêvons pas de nos industries nationales au niveau global, pays par pays. Doris Birkhofer, on peut faire les choses ensemble. Et d'ailleurs, je crois que Siemens s'est déployé. Est-ce qu'on est dans les 27 pays d'Europe ? Nous sommes dans tous les pays. En fait, la moitié des collaborateurs de Siemens sont en Europe. Et donc, la France, par exemple, est dans l'Union européenne le troisième pays. Moi, je pense qu'il faut de plus en plus travailler en écosystème ouvert. Les temps sont finis où on définit ces standards qui fonctionnent que pour sa propre boîte, et avec tous les clients que je parle, ils me disent je veux travailler avec Siemens si c'est ouvert et si je peux sur votre plateforme travailler, rajouter des applications d'autres fournisseurs. Même sur des dossiers stratégiques, même sur du militaire, même sur du... Alors ça, bien sûr, ça c'est autre chose et ce sont des contraintes qui sont spécifiques, mais il y a beaucoup de domaines où on peut se permettre, on est obligé de travailler en écosystème parce que l'innovation passe tellement vite que les systèmes fermés ne marchent plus. Et c'est la raison pour laquelle Siemens, nous avons par exemple créé notre marketplace et plateforme ouverte accélérateur où justement l'idée c'est d'embarquer autant de partenaires que possible parce que justement on ne peut pas faire tout seul. Olivier Faubry. Je dirais qu'il y a une priorité pour l'Union européenne, c'est sa capacité d'investissement dans l'innovation. Parce qu'il ne faut pas renoncer à des terrains de compétitivité dans le domaine du digital ou autre, mais on a besoin de renforcer terriblement cette capacité d'innovation. Lorsque l'on voit qu'on a financé le fameux projet STEP pour investir dans l'innovation de rupture à hauteur de 1,5 milliard, c'est ridicule. C'est ridicule de se dire qu'on s'en tient à ça. Il va falloir revenir à l'idée d'un emprunt commun. Alors,
l'idée commence à pousser dans le domaine de l'industrie de défense, mais de manière beaucoup plus large. On a besoin d'un changement systémique de capacité d'investissement, et c'est évidemment à l'échelle des 27 qu'il faut l'envisager. Mais il faut aussi déterrer la question d'un marché des capitaux. Il faut pouvoir mutualiser la capacité d'investissement privé. Et c'est là où, à la fois, on voit bien qu'on est à un moment charnière. Et pour revenir à ce que vous disiez au début, on n'a pas le choix. De toute façon, on ne peut pas se permettre des petits ajustements. Donc il faut passer vers des initiatives qui sont beaucoup plus audacieuses. En matière de politique de concurrence, réforme de la politique de la concurrence. Parce qu'il ne faut pas de concentration, mais il faut de la consolidation. Il faut permettre de faire émerger des champions européens. Mais ça passe aussi par les marchés publics. C'est-à-dire imaginer d'avoir des marchés publics européens à plusieurs pour des approvisionnements critiques, comme on l'a fait pour le gaz. La question se pose pour les minerais critiques, mais ça veut peut dire se qu'on poser fonctionne aussi. en vase clos et dans ce cas-là, on écarte le sud global, la Chine. Je prends l'exemple des photovoltaïques. C'est un exemple qui a été mis en exergue dans l'actualité il n'y a pas très longtemps. En l'occurrence, les collectivités locales. En France, on a beaucoup d'entreprises très récentes qui font du photovoltaïque, des panneaux. Simplement, les Chinois sont 4 fois moins chers. Donc même les collectivités locales, maintenant, sont amenées à choisir le panneau chinois parce qu'il est 4 fois moins cher, alors qu'il y a l'entreprise du cousin ou du beau-frère qui est juste à côté. Il dit désolé, mais je prends le chinois. Mais alors, quand je parlais d'agréger les marchés publics, c'est pas dans l'idée d'aller vers une préférence européenne. On l'a évoqué tout à l'heure, et c'est encore un autre enjeu. Mais c'est pas de faire du buy European, mais c'est d'acheter à plusieurs. C'est justement d'accroître le levier, la capacité de levier vis-à-vis de nos partenaires, et notamment pour avoir accès à toutes les mines, toutes les zones d'extraction de minerais critiques, vers lesquelles on se dirige actuellement, chacun dans son coin, en bilatéral, pays par pays, entreprise par entreprise. Et on ne peut plus... Vous êtes sur l'union fait la force. Oui, je pense que là, c'est un enjeu clé. On voit bien qu'on est aujourd'hui dans un combat de titans entre États-Unis, Chine, Union européenne. Quand plus de 80% de l'investissement en matière de politique industrielle se fait maintenant en Asie, c'est pas que la Chine, Asie du Sud-Est et États-Unis, et que l'Union européenne pèse moins de 7% en matière d'investissement industriel, il faut passer à autre chose. Mais vous parlez juste des partenaires des pays tiers. Plus que jamais, on a besoin de se tourner et d'avoir une politique d'engagement vis-à-vis des pays du Sud. Et là, le signal qui a été donné par le vote au Sénat sur le CETA est très préoccupant et complètement anachronique. Et on a un effondrement complet du soutien politique, d'abord de la compréhension des enjeux de ces accords, de la dimension sécuritaire qui est maintenant dans ces accords, qui n'est pas simplement de l'ouverture commerciale. Et on a besoin d'entendre les entreprises dans ce débat et d'être beaucoup plus présentes, même en amont des élections européennes. Qui veut réagir à ce que vient de dire Elvire Fabry ? Monsieur Dupichot. C'est pas pour réagir, c'est pour abonder dans le sens qui était évoqué et dire qu'aujourd'hui, il y a un mal que l'Europe va devoir un jour traiter, c'est la fragmentation de son marché. Et vous citiez tout à l'heure Enrico Letta, qui effectivement a donné plusieurs entretiens qui ont été remarqués, où il évoque ce sujet de la fragmentation. Et une grande zone économique comme la nôtre, qui va avoir une taille critique en termes démographiques, en termes économiques, en termes technologiques, peut-être un jour en termes de défense, si on revient sur des sujets comme la communauté aérienne de défense, qu'on n'a pas évoqué, la question de la puissance militaire ici, mais il va bien falloir un jour que cette fragmentation prenne fin. Parce que si on n'a pas un marché avec une taille critique qui devrait être de 445 millions d'habitants, on ne pourra pas commercer et on fera concurrence entre nous au lieu de faire concurrence à la Chine et de faire concurrence aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel j'attire l'attention de tous, c'est qu'il y a un décalage généralement dans la pensée du personnel politique dans les différents pays et la réalité, c'est qu'il y a une conviction, c'est que le marché commun est déjà largement intégré. Tout le monde croit qu'il l'est déjà. Liberté d'établissement, liberté de prestation de services, beaucoup de choses ont été faites, droit de la concurrence, propriété industrielle, etc. Mais en réalité, le marché, il est aujourd'hui très largement fragmenté. On est 68 millions, ils sont 45 millions, etc. Et donc, on a des marchés avec des tailles critiques qui, dans un monde ouvert, sont insuffisantes. Voilà. Et donc, si on ne fait rien à 10 ou 20 ou 30 ans, malheureusement, on portera notre génération
nous tous en commun la responsabilité, je ne suis pas un décliniste, mais du fait qu'on a laissé passer le momentum de l'histoire qui est en ce moment, pour aller plus loin et faire les choses mieux. Mathieu Witowski, je sens que vous... Je pense qu'effectivement, on a aujourd'hui la pression qui existe, et un bon exemple, c'est la défense. Je pense qu'on le verra au moins dans la dimension industrielle. J'espère qu'on la verra beaucoup plus vite que les autres domaines, parce qu'on s'est soudainement réalisé que les mêmes obus 155, ils ne vont pas d'un pays à l'autre. Chaque pays s'est produit assez de ses propres chars pour faire le 14 juillet en France, le 15 août en Pologne avec les chars polonais. Et puis, heureusement, les Allemands ne font pas de défilé, donc ils ne sont pas obligés de fabriquer. Mais ça n'a pas de sens dans la défense commune. Et je pense que de nouveau, cette crise de l'agression russe en Ukraine, elle déclenche déjà cette collaboration. Ça commence par des petits obus, mais je pense que ça ira plus loin. Et c'est des bons exemples. La décision du triangle de Weimar à Berlin. Voilà, et avec, j'espère, la nomination des commissaires pour la défense, qui sera, j'espère, Radek Sikorski de Varsovie, ça poussera encore un placement commercial. Non, mais il faut amener des messages d'espoir, on a bien compris. Et donc, tout ça poussera le développement, parce que quand même, pour rester provocatif, quand on parle de l'innovation, l'argent public le plus sûr à apporter de l'innovation, c'est quand même l'industrie de la défense, donc de mon expérience. Donc ça poussera aussi l'innovation européenne, parce que avec des entreprises plus importantes qui ont des marchés plus importants, on verra créer des technologies, j'espère qu'on utilisera par la suite dans le civil, ce qu'on voit aux États-Unis. Doris Berkhofer. Je pense que vous avez raison. Déjà, tout ça va jouer avec notre capacité d'innover, de faire de la R&D. Et actuellement, l'objectif de l'Union européenne, c'est de dépenser 3% de son PIB en R&D, mais en dessous, on est à 2,2%, si j'ai bien retenu le chiffre. Donc, nous sommes derrière la Chine, les États-Unis, le Japon. Donc, il faut travailler ensemble pour augmenter nos dépenses pour la R&D, pour l'innovation, c'est notre futur. Je regarde, Siemens, c'est 8% de notre chiffre d'affaires. 8%. Ouais. 8%. Et donc, c'est comme ça que nous, on assure notre futur. Et je pense collectivement qu'on dépense plus pour la R&D et l'innovation dans des projets communs pour éviter ce que vous dites ou pour créer notre futur commun. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais on l'a un peu abordé avec... je demandais à Elvire tout à l'heure. On ne parle pas du tout de protectionnisme. C'est une fausse route, le protectionnisme en Europe. Thibaut de Tersan, quel est votre avis là-dessus ? Écoutez, moi je ne trouve pas que ce soit une fausse route, mais évidemment il faut le faire avec intelligence. Hein. C'est-à-dire ? Eh bien, il y a des choses évidentes. D'abord, je voudrais dire, un Buy American Act, un Buy European Act, pardon, c'est pas un gros mot. Ça fonctionne très bien aux États-Unis. Mais ça va mieux en le disant, parce qu'à chaque fois qu'on le dit en Europe, on dit oulala, mais de quoi vous parlez ? Mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver ? Mais non, en fait, c'est tout à fait possible, à mon avis. Le protectionnisme, c'est devenu un gros mot, ça c'est vrai. En revanche, imposer aux fournisseurs de l'Union européenne les mêmes normes que celles qu'on a en Europe n'est pas stupide. Et avoir des droits de douane qui viennent corriger en fait les différences normatives ne serait pas stupide. C'est, je pense, une orientation qu'on pourrait prendre et qui viendrait protéger un petit peu effectivement l'espace européen. Le CETA, le Sénat s'est offert un vote qui finalement est sans conséquence puisque c'est une compétence de l'Union européenne, n'est-ce pas ? Et donc le CETA va s'imposer à la France. Il n'y a aucun doute là-dessus, avec ou sans vote du Sénat, je pense. Donc, Sûr là-dessus Elvire a l'air pas sûr. circonspecte. Je suis plus inquiète que ça, et surtout quand on sait que 75% des entreprises qui se sont tournées vers l'export grâce au CETA sont des PME, et que ça n'a pas du tout infusé dans le débat politique, et c'est en France et en Italie qu'il y a eu le plus d'entreprises qui sont tournées vers l'export. Mais je serais plus inquiète que ça, et sur le signal même qui est envoyé pour les autres accords. Juste sur la question du protectionnisme, protéger sans protectionnisme. Je pense qu'il faut qu'on fasse une vraie nuance. Donc, de manière intelligente, a dit Monsieur de Tersan. Oui, mais non, mais c'est intelligent. Oui, mais c'est que c'est très compliqué. C'est-à-dire que quand on dit je te quitte, mais on ne dit pas je te quitte. Voilà, c'est pareil.
On s'est doté de nouveaux instruments, les fameux instruments de défense commerciale autonome, qui visent la réciprocité sur les marchés publics, le contrôle des subventions étrangères, l'outil anti-coercition. Tout ça sont des instruments pour protéger les intérêts européens au sein du marché unique, mais on peut s'en servir comme des outils de protectionnisme ou des outils offensifs d'ouverture, de réciprocité des marchés étrangers. Et c'est à ça qu'ils visent. C'est à maintenir des conditions plus équitables, à nous maintenir l'ouverture des marchés étrangers. Et je pense qu'il faut se méfier du potentiel d'aspiration qu'il peut y avoir, en particulier en France, mais aussi, on le voit à travers les nouveaux courants politiques qui sont en train de pousser dans d'autres États voisins, qui poussent vers plus de protectionnisme. La voie américaine n'est pas la bonne voie. Et ils sont mais ils sont en train de se priver d'un levier aussi d'influence vis-à-vis des pays du Sud qui tombe assez mal. Oui, voilà. En l'occurrence, il y a peut-être vraiment deux voies différentes en fonction des candidats à l'élection présidentielle prochaine aux États-Unis. Il y a vraiment sur cette question-là, je dirais que c'est le Congrès américain qui maintenant est très opposé à toute négociation commerciale, et ils ont renoncé à ces accords commerciaux. Alors nous, on n'a pas assez anticipé l'impact de nos réglementations vertes, et on a aujourd'hui un problème avec toute une critique qui monte sur l'impérialisme vert, le protectionnisme réglementaire européen. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut intégrer beaucoup plus dans l'élaboration de nos réglementations. Monsieur Dupichot, je voudrais vous entendre sur le protectionnisme. Vous m'avez l'air bien silencieux. Non, je ne m'estime pas compétent pour tenir des propos sensés sur cette question. Bon, je préfère passer. Alors on passe. L'Europe de la défense, ça c'est encore un gros mot. Non, c'est pas un gros mot. Mais on a l'impression, Thibaut de Tersan, que l'Europe de la défense, c'est la France. Point. C'est la France, mais c'est aussi beaucoup de pays en Europe. Et en réalité, moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on peut décréter qu'il y aura des troupes européennes qui interviendront dans des théâtres d'action militaire. Mais en revanche, on pourrait commencer par essayer d'avoir une interopérabilité entre les matériels. Ça ne serait pas forcément une mauvaise idée, parce que si jamais on a besoin d'être engagé à plusieurs, et donc favoriser le fait qu'on ait effectivement un char qui soit fait en coopération, qu'on ait des systèmes de télétransmission qui soient davantage interopérables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on favorise effectivement l'émergence d'avions militaires européens réellement, qui aujourd'hui sont des discussions qui sont très longues, qui sont délicates, qui sont très pénibles, parce que il n'y a pas une habitude encore finalement sur le partage des tâches et la spécialisation de chacun. Mais au moins avoir quelques normes qui permettent une meilleure interopérabilité en cas d'un théâtre de conflit. Ça, je pense que c'est une première piste qui serait utile. Maciej Witucki, l'Europe de la défense vue de la Pologne qui achète plutôt des F-35 que des Rafales. L'Europe de la défense, il y a plusieurs éléments. Un mauvais message, c'est plus grave que l'interopérabilité, parce que comme j'avais dit, le même tout bête calibre 155 pour les obusiers César, ils sont soi-disant identiques, mais on ne peut pas les changer d'un pays à l'autre, parce qu'en France, ils ont quelques grammes de moins, en Allemagne, ils sont un peu plus rangs, moins pointus, et on risque l'implosion. Et on ne tire pas de même façon avec. Donc ça, il y a des choses de base à aligner. Deux, il faut arrêter de produire de nouveau ses propres chars pour son propre défilé national. Bon message, c'est que c'est vrai que jusqu'à là, l'armée européenne, c'était les Français et les Britanniques. Moins britannique, ça fait français. Mais n'oublions pas que maintenant, nous avons donc la Pologne qui dépense beaucoup. Nous avons la Suède et la Finlande qui sont loin à être ignorées. Donc, soudainement, il n'y a pas une concurrence, il y a une complémentarité pour la France. Et puis, dans le projet, on commence quand même à parler beaucoup des projets d'industrie de défense européenne. Et je pense que ça, de nouveau, ça va être une marche accélérée de développement de cette collaboration dans les années à venir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Europe puissante. Merci Maciej Witucki, Doris Bierkhofer, Elvire Fabry, Thibaut de Tersan et Philippe Dupichot. Applaudissements s'il vous plaît pour vous.